vais commencer peut-être comme ça. Donc là, forcément, la question va s'adresser à ceux qui sont parents. Déjà, est-ce qu'il y a des parents dans la salle? OK, il y en a quelques-uns. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été enfants? Normalement, tout le monde lève la main là, hein. OK. Adolescents, pareil? OK. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, vous allez pouvoir. Donc vous pouvez lever la main, ceux qui ont l'impression de parler à un mur quand vous vous adressez à votre enfant ou à votre ado. OK. Vous pouvez garder la main levée, vous pouvez la garder levée, hein. Si vous finissez, pour vous faire entendre par crier, hurler, punir, voire même abandonner avec désespoir. OK? Vous gardez encore la main en l'air. Si le soir, à la nuit tombée, vous avez la boule au ventre quand vous allez vous coucher parce que ça tourne dans tous les sens, vous regrettez, vous culpabilisez: «J'aurais pas dû crier, j'aurais pas dû punir». OK? Bon, très bien. Très, très bien. Vous pouvez baisser la main. Tout ça, en fait, c'est tout à fait, normal et je dirais biologiquement parlant, notre système, en fait, il nous pousse et même au niveau de de notre héritage éducatif, en fait, il nous pousse à utiliser le système, punitif dans ce qu'on veut se faire entendre. Donc on veut absolument, en fait, imposer par notre présence, par notre parole, et on attend parfois beaucoup, peut-être pas de la bonne manière, en fait, ce qu'on voudrait entendre de nos enfants. Donc comme vous l'avez compris, je vais orienter, en fait, autour de cette partie-là, mais vous allez voir, on va voir sur différentes phases, en fait, comment est-ce que, heu, le prophète, alayhi salatu wassalam, en fait, nous donne aussi, beaucoup d'enseignements, par rapport à l'intelligence émotionnelle et comment est-ce qu'on devrait se rapprocher, comment est-ce qu'on devrait, s'entraîner à réagir pour pouvoir être le plus proche de, quelque chose d'une réaction, en fait, qui va être, comment dire? Humaine, bien entendu, mais soutenante, accompagnante vis-à-vis, de nos enfants, mais vis-à-vis aussi parce que tous les uns les autres que nous sommes aussi les éducateurs. On dit le croyant est le miroir du croyant, on est aussi des éducateurs les uns pour les autres. Donc on vient s'éduquer les uns les autres aussi, à travers, tous ces prismes-là. Je vais parler régulièrement donc de vous demander ce que c'est que l'oasis de reconnexion. En fait, donc dans mon cadre, dans ma partie entrepreneuriale, en fait, j'ai développé ce concept-là, l'oasis de reconnexion. C'est quoi? C'est un espace donc on parle de coaching, de développement personnel, éthique et donc j'accompagne les familles et les jeunes. Notamment, souvent d'ailleurs, à travers j'accompagne les jeunes plutôt que les parents et il se trouve que ce sont souvent les parents qui finissent par être accompagnés, en fait, parce que les problèmes sont rarement viennent rarement des enfants, mais de la façon dont les parents se projettent et dont les parents, se comportent aussi, vis-à-vis de leurs enfants, avec les donc tout le système de projection qu'on peut avoir, toutes les traumatismes aussi qu'on a pu avoir. Donc je vais parler de l'oasis, donc c'est un peu le refuge, qu'on devrait être nous, qu'on devrait incarner pour nos conjoints, nos collègues, nos enfants, nos parents et cetera. Et puis on va parler de ce qu'on appelle la tempête émotionnelle aussi. Bah, c'est ces moments en fait où on lâche complètement, et on ne maîtrise plus finalement en fait nos émotions. J'ai oublié de passer la slide en même temps. Donc le constat que je peux faire, c'est effectivement celui que vous voyez là en fait. Les J'ai parlé du système punitif. Forcément, élever la voix, c'est plus facile pour un adulte. Ça vient imposer en fait, une certaine, autorité de fait, et ce système punitif donc va braquer, va fermer et va enfermer l'enfant et ce qui se passe à l'école ou ce qui échoue justement à l'école, au collège et cetera, c'est la même chose qui se passe à la maison aussi. Les mêmes difficultés que nous pouvons rencontrer, et moi-même, je rencontre les mêmes difficultés, avec alors mes enfants, les grands sont plus là, mais avec le petit aussi, sur la gestion émotionnelle. C'est un challenge et c'est un entraînement, je vais dire presque un entraînement militaire, de tous les jours pour pouvoir, essayer de maîtriser au maximum. Donc la transition vers des mesures proactives et responsabilisantes, ça devrait ne pas être une option.
mais une nécessité biologique et éducative. Alors, ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Françoise Dolto, en fait, qui faisait cette comparaison avec cette période de l'adolescence. Elle expliquait qu'en fait, l'adolescent, le jeune qui est en mutation, c'est comme un homard. C'est qu'est-ce qui se passe, en fait, pour le homard? Il va grandir jusqu'à presque atteindre sa taille adulte et quand il atteint sa taille adulte, il va se défaire de sa carapace. Il va faire sa mue et quand il se défait de sa carapace, il a toujours l'apparence d'un homard adulte, mais il a toute la vulnérabilité d'un enfant puisqu'il a la chair qui est à vif. Il est, heu, il est comme, exposé, en fait, à tous les dangers et à tous les risques et si on regarde, ben, tous adolescents qu'on a pu être, il y a un moment, il y a une transition où en fait on ressemble à un ado. D'ailleurs, on me prend souvent, on nous appelle monsieur ou quand on commence à avoir la moustache qui pousse et cetera pour les garçons, bah, en fait, on nous prend, on a le physique d'un adulte, on a la voix qui commence à changer aussi, il y a beaucoup de choses qui se transforment en fait dans notre corps, si bien qu'on ressemble à un adulte, mais on a la fragilité, la vulnérabilité de vous voyez la chair du homard là, comme elle peut être tendre, bah, c'est exactement ça en fait. Donc, Françoise Zolto, elle comparait en fait, les ados et c'est surtout ce passage, au homard. Ça, c'est pour, essayer de peut-être de visualiser aussi ce qui se passe et ce qui s'est passé pour chacun d'entre nous et ce qui se passe pour nos enfants à cette transition-là. Ça veut dire qu'on est face à des futurs, bonhommes, on va dire, des futurs monsieur, des futures madames, qui veulent s'imposer, qui veulent leur autonomie, qui veulent, se débrouiller tout seuls, faire leur propre expérience, mais qui n'ont pas tous les outils qu'il faut pour pouvoir se protéger, en fait, de ce qu'ils vont vivre dans le monde dans lequel on vit. Alors ensuite, il y a une recherche intéressante qui a été faite il y a quelque temps. À ce point-là, en fait, quand je suis tombé sur ça, je me suis dit: «Mais oui, je comprends mieux certains mécanismes» et vous verrez après où est-ce que je veux en venir. Le switch dès 13 ans, alors c'est jamais un âge fixe, hein, c'est, 13 ans, ça peut être 11 ans, ça peut être 15 ans, voilà, il y a une petite fluctuation comme ça au niveau de la tranche d'âge. Les scientifiques se sont rendus compte que dans le cerveau, je vais vulgariser, hein, il y a une capsule qui est branchée en fait, il y a un interrupteur qui est branché sur la fréquence FM. Tout le monde sait c'est quoi la fréquence FM? Oui, la radio, hein, à l'ancienne. Donc tout le monde est branché sur ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jusqu'à à peu près cet âge-là, les enfants entendent ce que les anciens disent. Les anciens, je veux dire les parents, les tontons, les professeurs, et cetera, et cetera. Donc ils sont réceptifs à ça, ils comprennent en fait ce langage-là et à peu près à l'âge de 13 ans, cet interrupteur, il bascule automatiquement sur le Bluetooth. Donc là, il y a plus de lecture du FM. C'est en fait tout ce qui vient de la radio, traditionnelle, classique et cetera, on veut plus l'entendre. Oui, 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 d'accord, tu beau me donner des, mmh, des exemples, me donner des leçons, essayer de me faire comprendre, me donner en fait, me tendre des perches pour que je puisse, essayer de mieux grandir. Si ça vient en fait des anciens, on va dire, bah, l'ado n'est plus du tout réceptif à ça. Par contre, il est branché sur le Bluetooth, ça veut dire que tous les autres qui sont branchés sur le Bluetooth, ben, là, il va prendre. Là, il va capter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à ce passage-là, il y a, ce fort pouvoir de l'influence de nos pairs et c'est là que le danger, en fait, il est le plus grand. C'est justement, à ce moment-là, les parents ils disent: «Ah, de toute façon, il nous écoute plus. De toute façon, j'ai beau lui parler, il comprend pas ce que je lui dis et cetera. Il veut rien comprendre, c'est impossible». Par contre, il fait que écouter ses copains, il fait que vouloir aller à l'extérieur. Les influences sur les réseaux sociaux et cetera, et cetera. Oui, oui, oui. Oui, bah, bien sûr. Je vais dérouler là et puis à la fin, on pourra vous prenez, si vous avez des questions que vous voulez noter, ne vous gênez pas. Donc ce switch-là, en fait, cet interrupteur-là qui change à peu près à cette période-là, bah, il devrait à nous tous, en tant qu'adultes, déjà nous donner
une lecture, un axe de compréhension sur nous-mêmes quand on a passé ce cap-là. Dans quelle relation on était avec nos parents, dans quelle relation on était avec nos professeurs, etc., etc. Mais aussi, ça doit nous donner une clé de compréhension de nos enfants, nos ados. Quand je lui parle et qu'il comprend rien, bah, en fait, c'est pas sa faute. C'est normal. Chimiquement, dans son cerveau, en fait, il y a une bascule. Chimiquement, il y a un switch qui s'est fait. Et si nous, on vient pas se connecter au Bluetooth, si nous, on vient pas apprendre, je fais l'analogie avec le smartphone, hein, si on vient pas apprendre comment est-ce qu'on se connecte au Bluetooth, en fait, à l'appareil connecté, etc., etc., eux, ils savent le faire presque instinctivement. Il y a d'ailleurs une expérience qui avait été faite il y a très longtemps, il y a plus de 6 ans, peut-être plus de 15 ans d'ailleurs. Ils avaient mis dans une pièce fermée, sans fenêtre, sans décor, sans rien, ils ont mis un livre au milieu de la pièce, ils ont fait rentrer un enfant de 2 ans et demi. L'enfant, il est rentré, il a tourné autour du livre, il s'est assis dessus. Voilà, fin de l'expérience. Ils ont fait sortir l'enfant, ils ont enlevé le livre, ils ont mis une tablette éteinte, posée au milieu de la salle, là où il y avait le livre. Ils ont fait rentrer l'enfant, l'enfant, il est arrivé. Il a pas fait le tour, hein. Il a mis le doigt sur le côté, et puis il a commencé en fait à switcher la tablette. Donc pour dire vraiment, il y a une transition, une mutation qui a été faite aussi. C'est, je retrouvais son nom, Jean-Paul Gaillard, qui disait, c'est je dis un multipsy en fait, psychologue, psychiatre, et cetera. Il parlait des ados et de la mutation, heu, donc presque la mutation génétique en fait qui est faite au niveau de l'adolescence à travers les écrans, notamment, et à travers, les réseaux sociaux, et cetera. Les écrans, c'est pas le sujet de la conférence, mais on verra que ça a un pouvoir sur les émotions aussi, puisque, vous le savez sûrement, hein, pourquoi ils ont développé les shorts, les réels, et cetera, parce que ça vient nous doper presque, en fait, nous envoyer de la dopamine, en fait, régulièrement. Heu, si vous voulez, ça vient, appuyer sur le rôle addictif des écrans. On vient Je pense que même les plus anciens d'entre nous, vous connaissez les shorts et les réels, et vous avez le pouce qui est entraîné, physiquement, en fait, à swiper ou à scroller, en fait, sur les écrans. D'ailleurs, juste un petit exercice, concret pour vous montrer à quel point nous avons muté aussi. Alors, qui est droitier, dans la salle? Il y a beaucoup de droitiers, OK, donc les droitiers, et les gauchers, donc vous ferez l'inverse. Les droitiers, vous allez prendre votre auriculaire, le petit doigt là. Je vais poser le micro, je vais essayer de parler fort. Et vous voyez, il y a 3 phalanges. Vous allez prendre la phalange du milieu et vous allez la visualiser. Vous pouvez fermer les yeux pour essayer de la modéliser en fait dans votre esprit, pour voir la forme qu'elle a, voilà, comment est-ce qu'elle est sur la tranche. Essayez de la voir en 3 dimensions, et puis sur la tranche là, heu vous regardez comment elle est. Et maintenant, vous allez prendre votre main donc de prédilection, votre main droite, pour les droitiers, et vous allez regarder cette même phalange, qu'est-ce qui se passe? Elle est beaucoup plus creusée. Donc, en fait, le smartphone, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on le tient, on va le poser, on a le support en fait avec le petit doigt là, comme ça, et le poids du smartphone vient transformer physiquement, vient nous apporter une mutation physique, heu, m même sans la connexion, sans rien. Vous imaginez en fait les heures qu'on passe Vous imaginez les heures qu'on passe, je reprends le micro, les heures qu'on passe en fait à tenir notre smartphone, à swiper, à scroller, et cetera. Bah, vous voyez, je pense que tout le monde a été un peu surpris de voir à quel point, alors ceux qui n'ont pas la différence, hein, entre les 2 phalanges là, c'est que, rassurez-vous, vous êtes pas encore trop, voilà, c'est que vous avez trouvé un autre moyen en fait d'utiliser votre smartphone. À d'autres ça. Alors je vais passer après sur cette carte-là. Avant de passer à la suivante, oui? Je pourrais partager, oui, bien sûr.
Hem, donc vous le savez, le monde extérieur est dur, il est rude. Hem, Depuis ces dernières années, en plus, on a suffisamment entendu, que nous sommes en guerre, que et cetera et cetera. Il faut pas négliger l'effet psychologique que ça peut avoir et l'impact psychologique que ça peut avoir sur chacun d'entre nous, heu, le côté anxiogène, et cetera et que ça peut avoir aussi sur nos enfants. Donc ce monde violent, en fait, dans lequel on grandit, si on n'a pas donc une oasis de reconnexion comme je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire, tout le monde sait ce que c'est qu'une oasis. C'est un l'endroit où tout le monde, tous les animaux, même les pires ennemis, en fait, viennent s'abreuver en paix. Bah, si notre foyer à nous, c'est pas cette oasis où on vient se reconnecter à l'essentiel, heu, qu'est-ce qu'on fait, en fait? On doit faire en sorte et chacun, le lion comme le crocodile, comme la gazelle, comme, qui que ce soit, en fait, se doit, de faire respecter, en fait, cette zone de paix, au sein de notre foyer. Je vais aborder, parce que dans mon expérience, en fait, il y a ce constat que j'ai fait, c'est sur le rôle du père. Alors, aucunement, heu, j'ai aucunement l'intention, en fait, d'accabler, les papas, notamment dans ce que je vais, aborder là et il faut voir, en fait, il faut voir toujours la responsabilité, en fait, des 2 côtés, c'est-à-dire, le papa et la maman et de la même manière, en fait, je vous invite aussi à ne pas rester dans une forme de victimisation, ou en tout cas de mémoire douloureuse, de se dire: «Ah bah ouais, si j'ai toutes ces problématiques-là ou si je suis comme ça, c'est à cause de, mon père qui sortait trop souvent la claquette ou ma mère qui sortait trop souvent la spatule», et cetera et cetera. OK? Donc pourquoi le rôle du papa, il est important, il est crucial? Parce qu'il vient justement, en fait, contrebalancer sur cet extérieur qui est, violent. Cet extérieur qui est, rude, qui est dur, qui nous malmène, en fait, au quotidien. Heu, un papa qui va être présent physiquement, parce qu'on a différents cas de figure, hein, et on pourrait les citer. Il va y avoir, les mamans célibataires, il va y avoir, les couples divorcés, il va y avoir donc les couples, unis, mais qui ne se parlent pas. Il va y avoir les couples, unis, mais qui se parlent à travers des messages. Ils sont assis sur, d'un bout à l'autre de la table et puis ils s'envoient des messages pour pas que les enfants, comprennent ou sachent ce qu'ils sont en train de dire et cetera. Donc tout ça, en fait, c'est très important et encore une fois, là, je vais parler des papas parce que je vais vous expliquer très brièvement pourquoi je parle des papas. Je me suis rendu compte que dans la communauté, essentiellement dans la communauté, heu, sur l'absence du papa, en fait, dans une grande partie de l'éducation, ça a un impact, mais qui est presque dévastateur, en fait, sur la construction des jeunes. Heu, des jeunes filles comme des jeunes garçons. Je vous dresse un petit peu le tableau. Avant que je rentre dans l'islam, je travaille dans les écoles et donc j'ai vu des centaines, voire peut-être des milliers d'enfants, des centaines de familles. Et donc petit à petit, donc en travaillant sur les quartiers, je rencontrais de plus en plus de familles musulmanes, de familles de la communauté. Alors chez nous à Annecy, on a beaucoup de familles du Maghreb. On a pas mal de familles, aussi de la communauté turque et puis de plus en plus des pays de l'Est aussi, des Balkans. Donc qu'est-ce que je constatais en fait? Bah, je voyais des enfants, souvent d'ailleurs beaucoup plus les garçons que les filles. Je voyais des enfants qui étaient durs, qui étaient, parfois, violents, qui étaient souvent dans le conflit, qui juraient sur, la vie de ma mère, le Coran de la Mecque, le Coran de ch moi je comprenais rien, hein, j'étais pas musulman du tout. Je dis: «C'est quoi? C'est un Coran de la Mecque, un Coran de Tombouctou, d'Istanbul et puis de je sais pas où». OK, je veux comprendre. Donc je me suis mis à observer et puis je me rendais compte que les mamans, elles étaient très présentes. À la sortie de l'école, pour les ventes de gâteaux, l'organisation de comment ça s'appelle? L'association des parents d'élèves et cetera et que les papas, en fait, je ne les voyais pas. C'est pas une généralité, mais c'est quand même, en grande majorité, c'est ce que j'ai pu constater sur, heu,
sur sur au moins, je dirais sur toute ma carrière, en fait, sur au moins 20 ans, 25 ans, heu, j'ai pu observer ça. Qu'est-ce qui se passait? En fait, j'avais des enfants donc qui semblaient ne pas être très éduqués. Il y avait des mamans qui semblaient être très, très bien éduquées, généreuses, douces, gentilles, qui accordaient tout, en fait, à leurs enfants. C'était assez impressionnant et puis des papas absents. Des papas absents aux réunions, donc moi, j'étais bien placé, j'étais présent sur les veilles éducatives. C'est les réunions qu'il y a quand il y a, des difficultés comportementales ou des difficultés, cognitives ou autres, des accompagnements spécifiques à mettre en place, pour les enfants. Mais également sur les fêtes d'école, sur les réunions parents-prof, et cetera. Très, 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 très peu de papas étaient présents. Ça s'explique, hein, les papas, ils travaillent beaucoup, ils travaillent du matin très, très tôt, ils partent avant que le jour se lève, ils reviennent quand le soleil s'est couché. Ils sont très, très fatigués, donc quand ils rentrent, les papas, je fais un petit peu d'humour noir, hein. Quand ils rentrent, les papas, ils sont tellement fatigués qu'ils vont se mettre dans le canapé. Ils ont encore la force, avec la télécommande, le foot, et cetera et du coup, il faut les laisser tranquilles, ce qui peut se comprendre, hein, franchement, quand on a des métiers, alors, les métiers physiques, vous savez à quel point ça peut être compliqué, mais même les métiers qui sont moins physiques, quand on doit, dans mon domaine, quand on doit s'occuper des enfants, en fait, à longueur de journée, c'est peut-être pas le physique, c'est le psychologique, hein. Là, on a juste envie d'avoir le calme, et de pas, en fait, de pas avoir des activations de tornades ou de tempêtes émotionnelles quand on rentre à la maison. Malgré tout, bah, il faut garder en tête que le rôle, des papas à ce moment-là, en fait, il est crucial. Il est indispensable. C'est-à-dire que si le papa, il est présent physiquement, mais que émotionnellement, soit il est trop dur, en réactivité, en fait, à ce qui se passe, soit il est absent parce que c'est pas son rôle, parce que, voilà, c'est pas moi qui gère l'éducation, c'est pas moi qui vais, voilà. On verra plus tard quand ils auront justement, quand ils auront switché et qu'ils seront passés au Bluetooth, là, ça sera intéressant. Bon, on pourra parler de la moustache, on pourra parler de 2-3 choses, voilà, un peu plus, «d'hommes» entre guillemets. Hem, ce problème-là, ce que dans le constat, dans le tableau que je suis en train de faire là, je me suis rendu compte aussi que ça concernait énormément de familles. C'est-à-dire que la maman, en fait, devenait l'alibi de l'enfant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au début, en fait, il y a une vraie communication, en fait, au sein du couple et qu'est-ce qui se passe, en fait? Il y a les premiers retours de l'école: «Tiens, il a fait, une bêtise» et cetera et bah, le papa, forcément, c'est un peu son honneur qui va être, impacté, et donc il va asseoir son autorité d'une manière, parfois un peu dure, parfois trop dure et il va être dans la réactivité aussi. C'est-à-dire: «Ah quoi, t'as fait ça? Ta mère, elle m'a appris ça?» Boum, la sanction, elle tombe. La punition, heu, je sais pas, la ceinture, la claquette, tout ce qui se passe sous la main, le câble HDMI, et cetera. OK. Heu, ça a quel impact émotionnel ça, à votre avis, chez la maman? En fait, la maman, dans le langage des jeunes, elle vient de poucave à son enfant. Son lien, son cordon, vital, ombilical là, elle vient de balancer son enfant au représentant de l'autorité, OK? Donc là, culpabilité absolue. Donc quand ça du coup, elle vient retravailler son seuil de tolérance et son seuil d'acceptation et elle va pas tout dire au papa. Parce que si à chaque fois qu'elle dit, ben, derrière, il y a des cris et des coups, bah, ça va être dur à encaisser. Puis après, ça crée aussi une dispense, en fait, dans le couple, dans le mode parental, dans lequel on se projette. Bah, ouais, forcément, pourquoi tu l'as fait mal? Pourquoi tu as crié comme ça? Fallait juste lui parler. «Ouais, mais tu comprends pas» et cetera. On peut rentrer dans des schémas, en fait, très, très compliqués, très complexes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, en fait, l'enfant, ne vous inquiétez pas, ils sont très, très intelligents, nos enfants. Ils ont capté que s'ils faisaient une bêtise qui arrivait jusqu'à la limite là, maman, elle allait rien dire et de temps en temps, ils font un pas au-dessus pour tester. Maman, elle va le dire ou pas? «Ah non, elle l'a toujours pas dit» et donc c'est l'escalade après. Donc on va monter de plus en plus et donc c'est pour ça que je dis, en fait, que les mamans deviennent l'alibi des enfants, c'est-à-dire qu'elles viennent couvrir les dérapages, que les enfants peuvent avoir.
Maintenant, c'est comment on fait ça pour pas tomber là-dedans? Comment on fait pour rester dans une communication, en fait, apaisée? Et on va essayer de le voir un petit peu sur la suite. Hem, on va je vais en venir, en fait, au rôle du prophète alayhi salatu wassalam et on va comprendre, un petit peu à travers ces 2 histoires. Donc l'histoire de Abu Umayr, que vous devez connaître. Donc c'est Imam al-Bukhari et Muslim qui rapportent cette histoire. Donc le jeune Abu Umayr, c'est un petit garçon qui avait un oiseau. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Donc il avait ce petit oiseau, qu'est-ce qui est arrivé à l'oiseau? L'oiseau, il est mort. Noureyr. L'enfant, réaction, aujourd'hui, alors peut-être pas l'oiseau, mais on aurait un poisson rouge, je sais pas, un lapin, un chat, il est parti. Donc l'enfant, il s'est mis à pleurer. Notre réaction d'adulte à nous, ça aurait été quoi? Alors la première réaction, ça aurait été de dire: «Mais c'est un oiseau, c'est la vie, c'est pas grave, t'en trouveras un autre». On va minimiser en fait la douleur que l'enfant va avoir. Donc on sait ça, on va lui dire: «En fait, pleure pas, c'est qu'un oiseau». Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam, il a fait? Il s'est mis à la hauteur du petit garçon et il lui a dit, avec tendresse en fait: «Oh Abu Umayr, qu'a fait le petit Nourayr? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui t'a fait ton oiseau?» Il est venu se mettre à sa hauteur et venir capter en fait lui donner en fait une compréhension, une lecture, compréhensive de sa douleur, de sa tristesse. Donc neurologiquement parlant, il n'est pas venu minimiser l'émotion, il vient la reconnaître et donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a créé du lien avec l'enfant et donc c'est là le pouvoir des hormones aussi et ce qui se passe dans le cerveau, c'est, la sécrétion de l'ocytocine, c'est l'hormone du lien. Donc le stress a chuté. OK, on a reconnu que j'étais triste parce que mon petit oiseau, était mort. Alhamdoulilah, je vais pouvoir plus facilement passer à la suite. OK? Il y a une autre histoire, un autre hadith en fait qui montre à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, dans cette intelligence émotionnelle. C'est, donc Imam Ahmed qui rapporte l'histoire de ce jeune homme en fait qui est venu demander, au prophète alayhi salatu wa salam si, pouvait avoir l'autorisation, de faire, zina. Hem Les compagnons, ils se sont énervés, ils ont voulu le réprimander, ils ont voulu le punir, c'est pas possible et cetera, ils ont voulu le châtier. Donc ça, c'est quoi? C'est le l'amygdale, en fait et je vais vous expliquer un petit peu, au niveau de la cartographie, en fait, comment les émotions fonctionnent. Le prophète, alayhi salatu wa salam, qui vient appuyer les règles, divines et qui vient, accompagner justement, chacun des croyants, en fait, dans son évolution. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a demandé de s'approcher. Il s'est rapproché de lui, donc il a créé de la sécurité. Il n'est pas venu en fait le pointer du doigt ou, «Quoi? Tu oses, poser cette question-là? Qu'est-ce que» non, il lui a posé quoi comme question? «Est-ce que tu aimerais ça pour ta mère? Est-ce que tu aimerais ça pour ta sœur?» En fait, il lui a fait prendre conscience, il lui a ouvert les yeux sur une autre façon qui vient toucher à son vécu, à ce qu'il ressentirait, à ses propres émotions. Donc le gel, bien sûr, il a répondu: «Non» et donc on a parlé de l'amygdale, donc qui est perturbé, on va dire, par, tout ce qui est avec le stress, la peur et cetera et là, le prophète alayhi salatu wa salam, il vient, stimuler, en fait, le cortex préfrontal, donc c'est toute la zone de l'empathie, de la réflexion, de la sagesse et cetera et cetera. Il a même créé, en fait, la connexion en venant lui poser la main, en fait, sur l'épaule ou sur la cuisse et en faisant, des invocations pour lui. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, dans cet exemple-là, la preuve, heu qu'il est pas tombé en fait dans cette mesure punitive, mais vraiment dans cette démarche en fait constructive et éducative en fait de l'accompagnement que chacun devrait faire. Alors pour comprendre un petit peu la cartographie donc de la tempête,
et je crois que c'est après que je vous parle de ouais, ça, un petit peu après. Hem, donc on a le centre profond, le système limbique, en fait, c'est le cerveau de la survie, de la peur, de la réaction instinctive et c'est là que l'alarme, elle sonne et quand cette alarme, elle sonne, elle vient, englober, elle vient effacer, elle vient déconnecter, débrancher, en fait, toutes les autres émotions. Donc la mécanique, c'est quoi? Les hormones de stress et de colère, elles sont pas fabriquées dans la tête, mais au-dessus des reins. Subhanallah, quand j'ai revu ça, c'est que toutes les émotions, positives, toutes les hormones positives, heu, la dopamine, l'endorphine, l'ocytocine, il y en a encore quelques-unes comme ça, elles sont sécrétées, en fait, par des glandes dans le cerveau, directement, dans le cerveau, pour le cerveau. Alors que les hormones du stress, de la colère, de la peur, de la panique et cetera, elles sont sécrétées dans les glandes surrénales. C'est les glandes qui sont au niveau des, juste au-dessus des reins, donc au niveau des viscères, des tripes et cetera et c'est envoyé au cerveau, en un délai, flash, éclair, j'en parlerai après, je vais pas, spoiler en fait, la suite, mais juste pour que vous puissiez comprendre aussi, subhanallah, en fait, toutes les hormones positives, on va dire, toutes les hormones toutes les hormones sont positives. Elles ont vocation, en fait, à nous protéger. Mais vous voyez bien qu'entre, l'hormone du, «Ah, je suis content, j'ai été valorisé», ou, «Ah, j'ai créé du lien avec, quelqu'un» et cetera, c'est pas le même ressenti que quand on stresse, on a la gorge qui serre un petit peu, le cœur qui se met à battre un peu plus vite et cetera. Donc voilà, juste pour comprendre, en fait, dans cette cartographie, tout ce qui va venir là, dans tout ce qui va provoquer la tempête, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Je pourrais même partager toute la présentation. OK? Je donnerai, à l'organisateur et puis vous partagerez. Cette cartographie de la tempête là, c'est les glandes surrénales au niveau des reins là qui envoient l'hormone et la cartographie, comme je l'ai appelée, de l'oasis, pour coller en fait à ce que j'explique. Donc c'est vraiment l'avant du cerveau, le cortex préfrontal, donc le siège de la régulation, la logique, l'empathie, du frein et la mécanique, c'est quoi? C'est quand la tempête, elle s'allume trop fort, pardon, donc elle débranche en fait cette partie de l'oasis. Donc l'ado ou l'adulte, hein, ne peut plus raisonner de la même manière. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Alors je vais faire une petite pause en fait, dans la présentation pour vous lire une lettre. Je vais la prendre, je vais la prendre aussi. Donc cette lettre en fait, c'est une psychologue, spécialisée dans l'accompagnement des enfants, des adolescents, qui a écrit une lettre en se mettant dans la peau d'un adolescent. Donc elle a étudié les ados, qui étaient en mal-être, ou qui avaient juste des choses qu'ils ne pouvaient pas dire à leurs parents et cetera et elle s'est glissée dans la peau de cet ado. Alors la lettre que je vais vous lire, elle est pas complète, j'ai essayé d'en faire si je vous la lisais, c'est plus de 3 minutes ou 4 minutes de lecture, donc ça va qui va entendre ronfler après dans la salle, donc on va éviter ça. Mais pour que vous puissiez, voir un petit peu la puissance en fait et le prendre conscience en fait de ce que les enfants et les ados et ce que nous on a pu ressentir aussi sans pouvoir mettre les mots dessus, bah, je vais vous lire cette lettre. «Chers parents, voici la lettre que je voudrais pouvoir t'écrire. Ce conflit dans lequel nous sommes maintenant, j'en ai besoin. Je ne peux pas l'expliquer parce que je n'ai pas le vocabulaire pour le faire. Mais j'ai besoin de ce combat désespérément. J'ai besoin de te détester pour le moment. Et j'ai besoin que tu y survives. J'ai besoin que tu survives au fait que je te haïsse et que tu me haïsses. Peu importe ce sur quoi nous sommes en conflit. J'ai besoin de me battre avec toi et j'ai besoin que tu t'opposes à moi en retour.
j'ai désespérément besoin que tu tiennes l'autre extrémité de la corde, que tu t'y accroches fermement pendant que je tire de mon côté pour tenter de trouver des appuis dans ce nouveau monde. Avant, je savais qui j'étais, mais maintenant, je ne sais plus. En ce moment, je cherche mes limites et parfois, je ne peux les trouver qu'en te poussant à bout. Je sais que tu te rappelles l'enfant doux que j'étais. Je le sais, parce que cet enfant me manque aussi. Mais j'ai besoin de constater que peu importe combien terribles sont mes sentiments, ils ne nous détruiront ni toi ni moi. Je veux que tu m'aimes, même quand je donne le pire de moi-même. J'ai besoin maintenant que tu t'aimes toi et que tu m'aimes moi pour nous deux. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. C'est ce conflit qui va m'apprendre que mon ombre n'est pas plus grande que ma lumière. C'est ce conflit qui va m'apprendre que des sentiments négatifs ne signifient pas la fin d'une relation, peu importe à quel point je m'oppose, peu importe combien je m'enferme dans le silence. S'il te plaît, accroche-toi à l'autre extrémité de la corde et sache que tu fais le travail le plus important que quelqu'un puisse faire pour moi en ce moment. Avec amour, ton adolescent. C'est un raccourci, un condensé, hein, de cette lettre qu'elle a écrit et ce point-là, en fait, je trouve tellement puissant. Je vais vous retrouver le nom, je vous retrouverai le nom tout à l'heure, Inch'Allah. Il y a Franck Dubosc qui effectivement l'avait repris, il l'avait lu, à travers une petite vidéo sur un des réseaux. Ce point-là, en fait, je sais pas comment est-ce que vous avez réagi à l'écoute de ce courrier-là? Si vous ça fait écho. Kaçınsınız. Pardon? Redonun şmelze. Schmelzer, c'est ça. Barakallahu fik. CHLLZ. Schmetzer, ouais, c'est ça. Hem, oui, oui, mais c'est un petit peu, c'est un peu dans cette relation-là, en fait, que les choses se posent, avec nos enfants. C'est-à-dire que, et moi, je peux témoigner, devant vous tous, mon fils, Aweb, le petit dernier, ce là il est passé par des périodes comme ça où il nous a dit: «En fait, je vous déteste. Je vous déteste, vous êtes plus mes parents, je veux changer de parents». L'anecdote, on a une voisine avec qui on s'entend pas du tout, du tout, tellement en fait il sait où ça fait mal. Il nous a même dit: «En fait, je veux aller chez Vanessa. Je veux que ça soit elle ma mère». Donc oui, oui, je te hais, et nous-mêmes, ici, ceux qui ont, tous les in qu'on soit, finalement, qu'on ait été l'adolescent ou qu'on soit le parent, il y a un moment ou un autre, même si vous l'avez pas dit en face, vous êtes rentré dans votre chambre en claquant la porte en disant: «Mais elle me saoule, je la déteste, c'est pas possible». Vous voyez, en fait, ce lien, en fait, bah, c'est ce qu'on va appeler aussi le lien fusionnel. On va vraiment, en fait, se rapprocher, se déchirer et aller dans ces sens-là. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'adultes, qui sommes censés avoir plus de sagesse, de compréhension aussi, bah, comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir des mots, durs comme ça aussi avec nos enfants? Alors donc voilà pourquoi notre foyer doit rester, cette oasis de reconnexion, hem, nos foyers, nos futurs foyers, et qu'est-ce qu'on va mettre en place, chacun d'entre nous pour pouvoir construire cette oasis, pour pouvoir la maintenir. Donc là, je vais passer à la partie, on va dire la boîte à outils. Je vais essayer de vous donner un petit peu plus de concret, mais il ne faudra pas hésiter aussi. Hem, alors juste avant de passer, je vous passe la slide là, en fait, les hormones donc de l'apaisement, du lien, et les hormones de l'alerte et de la survie, donc ocytocine, dopamine, sérotonine, endorphine. Donc on disait tout à l'heure, l'ocytocine, c'est l'hormone du lien. La dopamine, c'est la récompense, la motivation. Donc le lien, c'est la sécurité. La sérotonine, c'est le stabilisateur, donc la sérénité. Et puis l'endorphine, c'est l'antidouleur, le soulagement. Et de l'autre côté, on a le cortisol, donc l'alarme, le stress continu, ça bloque la logique. Heu, Vous voyez, hein, quand vous êtes, en train de réprimander un enfant, il va pas vous répondre avec toute la répartie et toute la sérénité. Non, il va être
il va être bloqué. Parfois, en fait, il est tellement bloqué qu'il y a plus aucun mot qui sort et ça nous énerve. Mais parle! C'est pas possible! Et l'adrénaline, donc l'étincelle, la peur, l'attaque, la fuite et cetera. Donc le foyer doit être un sas de décompression absolue et une zone sans évaluation permanente. C'est ça aussi qui est important, c'est de ne pas être dans en fait, l'évaluation, c'est important pour pouvoir évoluer, mais parfois on peut basculer de l'évaluation au jugement et c'est le jugement qui peut fragiliser aussi la construction d'un enfant, d'un ado, d'un futur adulte. Alors comment on fait concrètement quand, on a oui? Je la alors la présentation qui est affichée là, je la transmettrai tout à l'heure, en fait, à l'organisation et puis je sais pas, je m'imagine que vous avez tous les contacts par mail et cetera. Ce sera peut-être possible vous avez un groupe WhatsApp, donc ça sera possible de le partager sur le groupe WhatsApp et d'y accéder, Inch'Allah. Donc qu'est-ce que je fais concrètement quand mon ado, mon enfant, mon conjoint, rentre furieux à 17 heures après les cours, après le bureau, le boulot? Hem Et comment est-ce que je fais pour ne pas aggraver la situation? Donc, ce qu'on appelle je vais vous montrer ce qu'on appelle une technique d'impact. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une technique d'impact? C'est, en gros, je vais vous imager, donc je vais poser le micro et puis je vais me lever pour vous montrer. Hem, vous allez comprendre. Voilà, ce que je vais vous montrer là, c'est une technique d'impact. Donc, si je parle comme ça, est-ce que vous m'entendez assez fort? Oui? OK. Nos enfants, quand ils sont petits, c'est un peu comme, c'est un peu comme cette bouteille d'eau plate, OK? Bouteille d'eau plate, le petit se lève le matin, «Tu as pas préparé tes habits? Au fait, tu as bien fait ton cartable? OK, bon vite, vite, dépêche-toi, finis ton petit déjeuner. OK, ah on va être en retard encore» et puis après il va arriver à la récréation: «Ouais, tu es pas mon copain» et cetera et cetera. Vous voyez toutes les impacts en fait, qui viennent brutaliser un petit peu, qui viennent malmener, notre enfant. L'enfant, il rentre le soir à la maison, je le fais sans aucun risque. «Ça va? Ça a été ta journée?» «Alhamdoulilah, tout va bien». OK? À partir du moment où il commence à grandir et qu'il passe cette zone des 3 ans, des 13 ans, tu fait tes devoirs? Tu as c'est de l'eau gazeuse, hein, c'est de l'eau gazeuse. Tu fait tes devoirs? «Oh, dis-moi pas que tu encore oublié de mettre tes affaires à la machine. Dis-moi pas que» et cetera et puis après il arrive, allez, au collège, il apprend qu'il a pas été mis sur le groupe, TikTok, le groupe, Snapchat ou quoi que ce soit. Allez encore et puis il rentre le soir. «Tu as eu des notes? Qu'est-ce que tu as eu comme» «Ah oui, il avait une mauvaise note, encore une» et on rentre le soir, en fait, on fait: «Je teste? Non, c'est bon, vous avez compris?» OK? Surtout que lui, il est sous pression là, d'accord? Ça, c'est notre enfant. Ça, c'est nous, OK? Et ma femme, elle m'a encore dit que j'avais pas rangé mon assiette, hier. Ou mon fils, en fait, il m'a reproché, il m'a dit que j'étais pas voilà, qu'il me détestait. Et puis au travail, en fait, il y a mon collègue qui me saoule, il me fait toujours des réflexions et cetera. Et puis donc je vous laisse voir quand on rentre le soir et qu'on essaie de créer la première connexion, si on ouvre tous tout ça en même temps, explosion totale à la maison. Donc c'est quoi le moyen qu'on a pour que ça là, ça explose pas? Comment on fait? Il y a 2 solutions. C'est physique, c'est chimique, hein, il y a 2 solutions. On la pose, je rentre, je vais dans ma chambre un petit peu, je vais décompresser et on attend que toutes les petites bulles de gaz, en fait, qui ont été, remuées, elles remontent à la surface. Vous connaissez l'autre solution? On fait souvent pour les canettes de soda aussi. Non, vous savez, vous venez taper, vous venez donner des petits coups comme ça pour forcer les bulles à remonter, OK? Bon, ça veut dire fou. C'est c'est pas la solution la mieux. L'autre solution, c'est quoi? Ça va être d'ouvrir et de lâcher petit à petit la pression. Mais pour ça, faut être calme aussi. Il faut se poser. Et vous voyez, les petites bulles, elles commencent à remonter. Et on vient aider, en fait, à lâcher prise. Donc, c'est quoi? C'est soit on va laisser notre enfant ou nous-mêmes reposer, décanter tranquillement. Et on est obligé de passer par un sas de décompression comme ça. Soit on va l'aider en forçant un petit peu. Mais comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire ça? On va pouvoir
on va pouvoir, en fait, utiliser c'est une chose que je recommande, en fait, aux familles que j'accompagne, c'est, quand on voit que notre enfant, il est sous pression ou que notre conjoint est sous pression aussi, souvent, nous, on s'investit, je peux reprendre le micro peut-être, on s'investit aussi d'une mission, de sauveur. Parents sauveurs, conjoints sauveurs, frères sauveurs, sœurs sauveuses et cetera et cetera et donc on vient faire quoi? On vient dire, «Bah, écoute, assieds-toi, c'est pas grave, tu sais, il va se passer ça et cetera. Si tu fais ci, si tu fais ça» et on va commencer à donner des leçons, à donner des conseils, sauf que l'autre, en fait, il essaie juste de laisser reposer les bulles. Donc il est pas prêt, en fait, à recevoir tout ça. Donc la première des choses que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est juste poser la question: «Est-ce que tu veux que je t'écoute ou que je te conseille?» Qu'est-ce que vous faites en faisant ça? Vous donnez le pouvoir du choix aussi à la personne qui est en face. J'imagine ça nous est tous arrivé de vouloir ressortir quelque chose qu'on a mal vécu, en fait, pendant la journée et juste d'avoir besoin de le dire, sans avoir de retour en disant: «Ah ouais, non, là, tu as abusé» ou «Ah là, c'était un peu dur quand même, peut-être si tu avais f» non, je veux juste pas j'ai juste pas envie que tu parles, en fait, juste j'ai besoin de parler. Alors, pour certains, ils vont l'écrire et cetera, mais le fait de formaliser, de verbaliser, de dire, en fait: «Est-ce que tu veux que je t'écoute ou que je te conseille?» Bah, vous laissez la possibilité, en fait, à votre interlocuteur de choisir et de choisir quoi? Bah, je veux bien que tu m'écoutes. Maintenant, à vous de vous entraîner à vous positionner dans une écoute active. Est-ce que vous savez ce que c'est l'écoute active? Oui? Qui peut expliquer en 2 mots, sa version, sa vision de l'écoute active? Oui? Écouter sans parler? OK. Une qui va pas générer une, réponse par oui ou non. O Il va faire des réponses succès. OK. Il écoute sans jugement avec beaucoup d'empathie. Oui. Quelqu'un pleinement présent à l'autre. Voilà, vous avez rassemblé un petit peu la définition de ce qu'est l'écoute active. Je peux écouter sans rien dire, mais pendant ce temps, je suis en train de me dire: «Attends, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai rempli mes papiers là? Est-ce que j'écoute pas?» Non, c'est être pleinement, heu, actif, pleinement à l'écoute. Pleinement ça veut dire on a tout mis de côté, la charge mentale, les questions, souvent on écoute l'autre, on se dit: «Attends, attends, faut que je lui dise ça» et on est en train de penser en fait à pas oublier ce que je vais lui dire. Prenez un petit papier, une petite note à côté en disant tac, tac, tac. Positionnez-vous vraiment dans cette posture-là en fait. Prêt à accueillir et à recevoir ce que l'autre va vous dire sans aucun jugement. Oui, bien sûr, mais il a le choix et nous, on est prêt à recevoir ça aussi. Et on peut revenir plus tard. On a laissé les petites bulles remonter là et on peut revenir tranquillement plus tard. Oui, exactement. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que la sœur a dit, la reformulation. Le fait de s'assurer qu'on a eu la bonne compréhension. Je ne saurais pas vous redire, mais vous savez, c'était, Weber qui disait ça sur la communication notamment, entre ce que je dis, ce que je pense dire, ce que j'ai voulu dire, ce que, tu as entendu, ce que tu as voulu entendre, ce que tu as compris, ce que tu as voulu comprendre. Ça fait autant de raisons de ne pas s'entendre, mais essayons quand même. Ici, ici l'enfant est naibavian sa qui n'est peut-être une c'est une blague. Et puis, Alors, là, il faudrait voir au cas par cas parce qu'effectivement, hem, ça, c'est un point que j'allais aborder aussi, c'est ce besoin en fait, chacun d'entre nous, on a différentes manières de se ressourcer. Certains, en fait, vont se ressourcer à travers le monde. Ils vont avoir besoin d'être entourés, pas forcément être dans l'action et l'échange, mais ils vont avoir besoin de passer par ce sas de décompression à travers, les copains, un groupe, voilà, c'est ça qui va leur permettre. D'autres, ils ont besoin d'être dans cette solitude, choisie. Souvent, ce sont des tempéraments qui vont être plutôt introvertis. Cette solitude choisie, elle permet aussi d'aller faire reposer et de revenir. Maintenant, il y a pas de recette miracle, heu, par rapport à votre question, puisqu'après il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. À quel point,
l'enfant va être, addict aux écrans, à quel point il va, qu'est-ce qu'on a mis en place, en fait, dans le système de communication, intrafamiliale, pour pouvoir, que que la personne ne se sente pas jugée et cetera et cetera. Parce que parfois, en fait, l'enfant veut pas parler parce qu'il sait que malgré toute la bienveillance que son parent a, bah, il va sentir du jugement. «Ah, tu eu ouais, tu pas une évaluation? Tu as eu combien?» «Ah, j'ai eu 14». «Ah, juste ça, ah, c'est bien». Bah, juste ça, en fait, c'est pas valorisant. Donc il va bah, oui, c'est vrai qu'il aurait pu faire mieux. C'est vrai qu'il aurait pu, qu'il a les vous le savez, les capacités, les compétences pour être, bien plus, excellent. Mais ça passe aussi par, notre posture et je fais juste une petite parenthèse sur la communication. Vous connaissez tous les principes de la communication verbale, non verbale, paraverbale. Je crois que c'est 7 la communication verbale, c'est-à-dire les mots qu'on emploie, c'est 7 de ce qu'on envoie. Donc le reste, 93 c'est tout le reste, c'est-à-dire la posture du corps, l'intonation. Si je vous fais la conférence en vous parlant comme ça pendant 2 heures, en vous expliquant que les émotions vous voyez bien que pourtant je vais dire exactement la même chose que ce que j'ai prévu de dire, sauf que ça va pas le faire. De la même manière, si je suis, renfermé dans mon coin, caché derrière mon écran et cetera, donc les intonations, le con tout ça, en fait, c'est ce qui fait c'est à ça qu'on doit faire attention, en fait, quand on va communiquer avec nos enfants. Il y a une question, oui? Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Mmh. Comment modifier une influence de naturalisme? Alors, comment les pousser à communiquer c'est ça que vous avez dit, comment les pousser à communiquer avec nous quand ils ont pas envie? OK. Hem, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le faire avec. Le fait de faire avec son enfant et c'est là aussi que notre rôle, de parents, de grands frères, de grandes sœurs, de tonton, tata et cetera, il est important. Mais surtout celui de parents vis-à-vis des enfants, c'est le fait de faire avec. C'est pas, «Bah, tiens, il y a un buzz, fais-le, tu es capable. Occupe-toi, arrête de me tourner dans les pattes, c'est bon, vas-y, joue. Je t'ai acheté tous les jouets du monde, joue». Non, comment ça va passer? Ça va passer aussi par, en fait, tout ça, ce sont des outils pour nous. Nous, on croit que c'est des moyens d'occuper nos enfants. Ce sont des outils qu'on a à notre disposition pour créer du lien. Donc moi, je vais, m'asseoir par terre et puis je vais prendre une pièce, une deuxième pièce et cetera et puis, bah, tiens, tu veux faire souvent, j'ai même pas besoin de poser la question, hein: «Tu veux faire avec moi?» «Tu fais quoi?» «Bah, je fais un puzzle». «Tu es un adulte». «Bah oui, alors viens faire avec tu veux? Je peux faire avec toi?» «OK». Donc on peut créer, en fait, des interactions comme ça. Moi, dans les accompagnements que je vais faire, je vais, on a un cadre qui est magnifique ici en Haute-Savoie. Je fais des coachings ou des accompagnements en extérieur. Donc on va au bord de la rivière, on va, toucher le sable, faire du savon avec de la cendre et de la résine de sapin. Heu, l'objectif, c'est pas de faire du savon. L'objectif, c'est de s'occuper les mains pour être disponible, en fait, mentalement. Et c'est là qu'on crée les meilleurs échanges dans les meilleures bases, en fait, dans la communication qu'on peut avoir. Donc jouez avec vos enfants, même si vous n'ayez pas peur d'être ridicule, mais à plat ventre par terre en train de jouer au Playmobil, vous allez voir qu'il y a des discussions incroyables, en fait, qui vont être faites et puis il y a plein de choses comme ça que après, il faut trouver le temps, faut trouver l'énergie, faut trouver l'énergie de se relever après aussi. Ça c'est autre chose. Mais, heu, mais voilà. Le ce que je pourrais dire aussi, c'est dans votre quotidien, on le sait, hein, on a beaucoup d'enjeux. La responsabilité familiale, la réussite scolaire et cetera et cetera et cetera. Le monde, il est fait de ces enjeux-là. Donc je vous dis pas, en fait, mettez de côté et puis, ne faites que jouer, mais mettez moins d'enjeux et plus de jeux. Vous verrez même votre quotidien à vous, il sera plus apaisé. Vous allez vous-même vous injecter des hormones, qui vous font du bien.
encore une fois, pour ça, il faut accepter de se rendre disponible et pour ça, bah, forcément, alors j'ai pas prévu les gobelets, mais il y avait une autre technique d'impact qui était de prendre une bouteille entière. OK, ça, c'est tout le temps que vous avez en une journée et vous prenez les gobelets, vous pouvez faire le test à la maison. Vous prenez des gobelets en carton, ou des verres, hein, et vous mettez un post-it dessus et sur chaque verre, vous en prenez un, 5, 10, enfin, en fait, vous listez le nombre de tâches que vous avez à faire dans une journée. Dormir, manger, préparer à manger, accompagner à l'école, faire les devoirs, et cetera, et cetera, et cetera. Vous notez ça sur chacun des verres et vous estimez vous-même, vous faites une auto-évaluation. «Ah bah là, je passe, ah oui, 6 heures sur mon téléphone. OK» et puis là, en fait, ça, c'est 24 heures, hein. Là, j'ai passé, tant d'heures à dormir, tant d'heures sur le trajet pour la route, tant d'heures au travail. Il reste quoi? Il reste quoi pour l'essentiel, en fait, pour les relations, parents-enfants, pour les relations de couple, pour la communication, pour l'épanouissement personnel aussi. Parce que comment est-ce qu'on peut, rendre une famille épanouie si nous-mêmes, on n'est pas épanouis? Et ça, vous le retrouvez pour tout, hein. Comment est-ce qu'on peut, faire confiance aux autres si on n'a pas confiance en soi? Comment est-ce qu'on peut écouter les autres si on s'écoute pas soi-même? Excellent, on pourrait, faire une liste très, très longue de tout ça. Ça, c'est une invitation, en fait, à apprendre à mieux se connaître et ça devrait être un devoir que chacun d'entre nous, on s'impose de passer du temps, de se faire accompagner si on n'a pas tous les outils et tout le vocabulaire pour pour enclencher, en fait, ça. Vraiment enclencher ce système de: «Je vais prendre du temps pour moi». Alors bien sûr, hein, prenez à chaque fois des pincettes et un juste milieu dans tout ce que je dis. Allez pas rentrer, après le séjour en disant: «Laisse-moi tranquille, je vais prendre du temps pour moi». Voilà, on va pas tout abandonner, en fait, on va pas lâcher: «Ah non, toi je te consacre plus de temps parce que tu me prends trop d'énergie. Maintenant je vais prendre du temps pour moi». Il y a toujours cet équilibre, hein, la vie familiale, la vie de couple, c'est un sacrifice, voilà, qui doit aller dans les 2 sens. Alors je disais tout à l'heure, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, un enfant qui va rentrer chez lui, et qui va aller directement dans sa chambre, il balance son sac, ses chaussures et cetera, il claque la porte. C'est pas qu'il vous aime pas ou, qu'il est en conflit avec vous ou qui vous en veut de quoi que ce soit et cetera. C'est juste qu'il a besoin de laisser les petites bulles, décompresser. Donc là, voilà, vous pouvez le laisser tranquille, vous pouvez à travers la porte, en fait, dire: «OK, j'ai compris, je reviens dans 20 minutes». Voilà, créer quand même, en fait, un échange dans, dans votre, dans votre communication, chambre. Alors ça, on l'a vu tout à l'heure et ça aussi. Ça, c'est la lettre, la petite bouteille. Je vous donnerai tout le slide. Donc je reviens juste là-dessus, en fait, tu veux que je t'écoute ou tu veux que je te conseille, ça marche pour les ados, mais ça marche, aussi, dans toutes les relations, même les relations professionnelles et cetera, hein, d'ailleurs, je suis sûr, tout le monde peut penser, là, très, très brièvement, à un collègue de travail qui nous donne toujours les meilleurs conseils, en fait, alors qu'on ne veut pas les entendre. Donc, on devrait aussi par notre attitude et notre comportement, lui montrer que, toi: est-ce que tu veux que je t'écoute ou que je te conseille?» C'est aussi ça, c'est le fait de pratiquer, de le mettre en place, toutes ces petites astuces-là, bah, ça va vous permettre aussi d'éduquer autour de vous, heu, voilà, les personnes qui vous entourent. Alors, il y a, je regarde là en même temps. Il y a une neuroanatomiste qui s'appelle Jill Bolt Taylor. Elle a fait une découverte. Je sais pas si je vais sur, je crois pas que je vais sur mes slides là. Hem, la durée de vie chimique, donc je reparle des émotions, la durée de vie chimique d'une émotion. Donc par exemple, la colère ou la panique qui sont envoyées à partir des glandes surrénales, donc au-dessus des reins là, dans le bas du dos, c'est 90 secondes.
90 secondes, c'est la durée de vie chimique de l'émotion colère, par exemple. Donc là, il y a une situation qui m'a mis en colère, 90 secondes, 1 minute 30. Le cerveau, il est brouillé par la colère pendant 90 secondes. OK? Donc ça, à nous tous en tant que, parents, éducateurs, tous autant que nous sommes ici, vous devez prendre en considération ce facteur-là. Quand vous sentez que la colère monte, ne prenez aucune décision. Comme on dit, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche. 1 minute 30 divisé par 7, ça vous laisse le calcul de rotation de la langue dans la bouche. OK? Hem, vous vous ne devez prendre aucune mesure éducative, ni sanction, ni quoi que ce soit pendant ce temps-là. Ce temps-là, le prophète alayhi salatu wassalam, il disait: «Celui qui est en colère, quand il est debout, qu'il s'assoie». C'est pas pour rien, hein. Qu'il fasse des ablutions. Ou qu'il fasse ses ablutions, effectivement. Effectivement, bah, coiffé. On va faire un petit exercice. Vous allez vous lever. On va se lever. Hein, ça va dégourdir un peu, ça fait un moment que vous êtes assis là. Vous allez alors non, on va pas s'énerver, on va juste penser, en fait, vous allez juste penser à la dernière situation ou la dernière personne qui vous a vraiment énervé. Alors, Ça aurait juste des temps. on va partir. On va pas. Vous êtes arrivé quand, mardi? Samedi? Samedi. Donc avant samedi. Comme ça, il y a pas de avant samedi, essayez de vous souvenir de la personne ou la situation qui vous a vraiment mis en colère, mais où vous avez senti que ça montait, ça chauffait, là. Vous avez senti votre gorge qui se nouait, vous avez envie de il y a des mots qui allaient sortir, et cetera. Vous allez fermer les yeux. Ça a pu gâcher le sommeil, et cetera. Ouais, effectivement. Et ben voilà, il faut penser à cette situation-là. Donc je vous invite à fermer les yeux, à penser, à vous remémorer, à revivre cette situation. Vous avez tellement pensé fort, ça a coupé la lumière, là. Donc vous pensez à cette situation-là, très fermement. Normalement, si vous avez encore des sourires affichés, c'est que vous n'avez pas pensé à la bonne situation. Ou alors, avec du recul, ça vous a fait rire. OK? Cette situation-là qui a été parfois, frustrante, angoissante, qui vous a apporté beaucoup de colère, parfois qui vous a peut-être même fait dépasser vos pensées, par, ouais, des pensées, des intentions, des mots en fait qui auraient pu vous échapper. Vous essayez de penser à ça, OK? Et là déjà, je vous invite à vous rasseoir. Gardez les yeux fermés. Alors loupez pas la chaise en vous asseyant. Vous regardez les yeux fermés et vous continuez de penser à cette situation. Déjà le fait de s'être assis, ça permet de casser en fait, si vous voulez, la structure. J'étais en colère, il y avait des cris, il y avait, du stress, et cetera, et cetera. Là, déjà, je me suis posé, OK? Et maintenant, vous allez faire on va essayer de le faire pendant 90 secondes, mais si vous êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais 90 secondes, en même temps, c'est juste 1 minute 30. Vous allez essayer de pratiquer, en fait, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. 1 minute 30 à chaque fois que vous sentez ce sentiment de colère qui monte. Vous vous asseyez et vous allez inspirer par le nez 4 secondes, expirer par la bouche comme si vous soufflez dans une paille pendant 6 secondes. Donc on inspire par le nez, 1, 2, 3, 4. On expire, 2, 3, 4, 5, 6. On le refait une fois. On inspire, on expire, 5, 6. Vous voyez comment le calme est revenu? Même intérieurement, en fait, là, en faisant ça, et si vous le pratiquez pendant les 90 secondes, alors assis, si vous avez besoin de vous allonger, ça permet de rééquilibrer aussi. Ces 90 secondes, en fait, de respiration, synchronisée, de cohérence cardiaque, ça vient
transformer chimiquement, en fait, votre émotion. Si ça dure plus de 90 secondes, c'est pas que vous êtes, fait, différemment. C'est juste que dans votre tête, vous c'est trop le seum, vous continuez en fait à tourner en boucle en fait. Donc là, c'est que vous n'avez pas réussi à lâcher prise. Ça veut dire que si au bout de 90 secondes, en fait, il faut vraiment faire le vide. Le lâcher prise, c'est le vide intérieur, c'est tous les mots que j'ai l'habitude de dire, tout ce que toutes les pensées et cetera, j'essaie de les poser et de faire cette cohérence cardiaque et de se concentrer sur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 inspiration, expiration pendant 90 secondes. Vous concentrez sur même sur le décompte. Vous concentrez là-dessus, vous allez voir vos pensées qui vont s'échapper, les 90 secondes sont passées, l'émotion, elle est redescendue, alhamdoulilah, là on peut discuter. Vous verrez, ça va vous éviter beaucoup de de d'explosions là, vous en avez mis partout en fait, parce que vous avez pas maîtrisé. Ça, c'est vraiment un exercice que je vous recommande de faire dès que vous stress, colère, même avec, de la fatigue et cetera, vous pouvez, appliquer cet exercice-là sans aucun risque. 90 secondes, 1 minute 30 pour, désamorcer une situation, ça vaut le coup de le mettre en place. Après, c'est une mécanique, hein, c'est un entraînement, vous n'allez pas le réussir du premier coup, vous n'allez pas y penser forcément. Il y a peut-être des mots qui vont vous échapper et puis, vous allez essayer d'y revenir. Le tout, c'est de revenir, en fait, à cette situation d'apaisement, à cette oasis, dans votre folie. S'il a percé des oiseaux, on va pas s'asseoir et fermer les yeux. Ça pourrait l'inviter à faire de même. Les méthodes qui marchent bien, c'est le son, ouais. C'est l'UFC, EFT. EFT, c'est-à-dire? Ah, c'est une méthode justement qui est basée sur les codes de contact, sur OK. toucher comme ça, etc. Et ouais, j'ai vu ça effectivement. Effectivement. Faut connaître les points de contact. Ouais, mais là, c'est donné. C'est donné, hein. OK. Donc le frère, il parle de l'EFT, c'est ça? Je sais pas ce que ça veut dire, exactement, mais c'est une méthode où on vient, voilà, jouer en fait sur un contact spécifique avec des points spécifiques qui permet de recalibrer un petit peu, d'apaiser, un petit peu les émotions. Vous pensez quoi de cet exercice? Vous pensez vous allez pouvoir le mettre en pratique? Est-ce qu'il peut vous être utile ou pas? Non? Oui? Oui? Alors, le mieux effectivement, si on est en train de se brûler, il vaut mieux s'éloigner du feu. Donc oui, effectivement, après, faut pas que l'éloignement physique, il soit pris comme un affront et qu'il vienne alimenter la colère de l'autre, qui va venir, casser la porte parce qu'il veut vraiment que: «Pourquoi tu me parles pas? Pourquoi tu dis rien?» et cetera. Vous pouvez expliquer, hein, juste: «Je vais me poser, je vais juste en fait, laisse-moi le temps de réfléchir, on va en rediscuter» et de toute façon, d'une manière générale, en vrai, on peut tous se l'avouer, heu, réagir dans la réactivité face à une situation qui nous a apporté du stress, ou un sentiment, une émotion négative, c'est pas bon. On le sait, c'est plus fort que nous, on le fait et cetera, mais on sait pertinemment que, bah, oui, il vaut mieux éviter, d'alimenter, le conflit, de répondre, d'essayer d'avoir le dernier mot, et cetera et cetera et cetera. Et parfois se mettre en silence, ça peut énerver l'adversaire. Après, il attend une réponse. Exactement. Vaut mieux s'éloigner. Dans ces cas-là, effectivement, mais on peut l'expliquer. On 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 peut très bien dire aussi: «Écoute, moi alors je vais vous reprendre l'image de la bouteille, mais il va vous prendre pour un fou, en fait, si vous lui dites: «J'ai mes petites bulles qui pétillent trop, laisse-moi le temps qu'elles redescendent. Vas-y, qu'est-ce que tu me racontes?» heu, non, par contre, de dire, «Là, je sens une émotion qui est pas positive. S'il te plaît, laisse-moi juste le temps, je vais m'asseoir, je respire et on en rediscute calmement». Le fait de le dire, de le formaliser, de le verbaliser, bah, ça permet aussi d'annoncer à l'autre et de dire: «Ben, écoute, tranquille, on va en discuter. Je t'ai pas oublié, je suis pas en train de te snobber, de t'ignorer ou quoi que ce soit. On va en discuter». Le tout, ça va être quoi? Ça va être dans n'importe quelle situation, en fait. Je parlais tout à l'heure du parent sauveur ou en tout cas, on a tous, comment il s'appelle? C'est le triangle de Karpman.
savez, on est soit, sauveur, soit, bourreau, soit, victime et dans la plupart des situations, en fait, on se retrouve, là-dedans. Il y a pas de super héros, il y a pas de cape, de collant, de tout ce qui est de super pouvoir et cetera. Donc en fait, efforcez-vous à faire uniquement ce qui est de votre ressort. Il y a un proverbe africain qui disait, je l'avais lu il y a très longtemps: «Sache te pardonner ton impuissance». Il y a des situations dans lesquelles vous êtes complètement impuissant, bah, c'est pas grave. Pardonnez-vous, il y a pas de problème. C'est tranquille avec ça. Hem, je fais une petite allusion sur le Colibriste. Donc en fait, le Colibriste, c'est le dernier livre que j'ai écrit. Mais vous connaissez la légende du colibri? La légende du colibri, c'est une vieille légende amérindienne. Le colibri, c'est ce petit oiseau là, je crois que c'est l'oiseau qui a les ailes qui battent le plus vite au monde et cet oiseau-là, en fait, il y a la forêt amazonienne qui est en plein incendie. J'ai pas vu de colibri au-dessus de Fontainebleau et tout ça, donc c'est mais donc la forêt amazonienne qui est en plein incendie, tous les animaux partent, le jaguar, le toucan et cetera, ils partent, puis ils voient ce tout petit oiseau là qui est grand comme ça, avec une goutte d'eau au bout du bec, qui vient en direction du foyer de l'incendie pour verser en fait, sa goutte, pour faire sa part et ils se moquent de lui: «Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te brûler, ça sert à rien, de toute façon goutte et ta goutte elle va servir à rien» et cetera et le colibri il continue tranquillement, il dit: «Au moins j'ai fait ma part». Il s'endort le cœur tranquille en se disant: «J'ai fait ce que j'avais à faire». Si on est 200 colibris, bah, 200 gouttes, ça fait la différence, hein, on remplit la bouteille. Donc le tout, c'est ça, c'est de vous dire, en fait, de ne pas vous investir d'une mission qui n'est pas la vôtre ou d'une pression qui ne vous appartient pas, d'une responsabilité qui n'est pas la vôtre, mais de vous dire: «Je fais ma part. Qui je suis? C'est quoi mon rôle? C'est quoi ma mission? Comment je dois œuvrer en fait pour le bien de ma famille, du collectif et cetera et je vais m'en tenir à faire ma part». Alors pardon? Oui, oui, oui. Oui, j'ai 3, allez, presque 4 ouvrages, dont un que je pourrais vous présenter, en fait, tout à l'heure. Donc il y a cette histoire du colibri, en fait, qui est, donc c'est un livre que j'ai ici, là, j'ai quelques exemplaires là. Cette histoire que je t'ai appelée «Le Colibriste», c'est une contraction entre le colibri, donc en référence à cette légende, et à l'alchimiste. Le fait chacun d'entre nous, en fait, on doit être capable de transformer la matière. Et de quelle matière on parle? De nos émotions. Comment est-ce qu'on peut transformer, en fait, nos émotions pour en faire quelque chose de bien? L'alchimiste, il faisait quoi? Il prenait le plomb, il le transformait en or, c'est ça, hein? Le plomb, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous plombe dans la journée? Les critiques, la fatigue, eh ben, prenez tout ça et essayez de transformer en or. Bah, comment? En travaillant sur vos émotions et cetera. Donc ce livre-là, c'est un j'ai appelé ça une autobiofiction. En fait, il y a il y a beaucoup de passages, inspirés de ma propre vie, mais il y a beaucoup de spiritualité aussi. Il y a toute, une réflexion, un cheminement aussi, dans cette philosophie de prendre le temps long et de faire sa part. Et puis un deuxième que j'ai aujourd'hui, c'est je parlais de l'introversion tout à l'heure, le fait d'avoir ce besoin de se ressourcer et de se recentrer en étant seul. Donc ça, c'est un petit manuel en fait, un petit guide pratique, donc que j'ai appelé «Libérer pouvoir de votre introversion». Moi-même, j'étais comme ça, petit, je pensais que c'était la timidité. Heu, En fait, quand on est timide, on est timide. C'est-à-dire même avec nos parents, avec, nos proches et cetera. Quand on est capable de prendre la parole devant des personnes qu'on connaît pas, c'est qu'on n'est pas timide. Donc, alhamdoulilah. Mais du coup, on peut appeler ça, l'introversion parce qu'on a ce besoin de se ressourcer en solitaire, de venir refaire le vide, d'être souvent, d'ailleurs dans votre quotidien au travail, ou dans vos familles et cetera, si vous n'êtes pas cette personne-là, vous êtes toujours une personne qui est toujours vous avez l'impression qu'elle est un peu en retrait, elle parle pas beaucoup, mais vous inquiétez pas, elle écoute beaucoup, elle observe, elle retient, elle analyse.
Je vois des cils de la tête, qui acquiescent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'introversion. Heu, Juste, je partage ça avec vous, donc la matrice parentale. Hem, Encore une fois, vous l'adaptez, hein, selon votre situation. On parle souvent dans le groupe scolaire La Vertu et dans les accompagnements que je fais de la fermeté bienveillante. Le concept de la fermeté bienveillante, en fait, il est un peu illustré ici, c'est-à-dire la fermeté, donc le cadre, sans la bienveillance, sans la connexion, c'est quoi? C'est la tyrannie. Dans un foyer, dans une oasis, s'il y a du cadre sans connexion, il y aura des cris, il y aura des conflits, et cetera, et cetera. S'il y a pas de cadre et pas de connexion, donc pas de bienveillance et pas de fermeté, négligence totale, là, on peut se dire qu'on passe à côté de notre rôle éducatif. Quand il y a une connexion, donc de la bienveillance, mais qu'il y a pas de cadre, c'est ce qu'on appelle le laxisme ou, ce que j'aime bien dire aussi de comment on appelle ça? C'est pas la communication positive, l'éducation positive. J'ai souvent entendu parler de ça. Oui, oui, l'éducation de l'enfant, il va apprendre par lui-même, et cetera, et cetera. Ça fait à terme, ça fait de gros dégâts et notamment, ce principe de l'enfant roi, en fait, qui se pense être, au même niveau que ses parents d'ailleurs, hein. Dans l'éducation positive, c'est un des principes. C'est-à-dire que je vais mettre mon enfant au même niveau que moi. Je vais l'élever, en fait, à ce niveau, presque même d'autorité, dans le système éducatif. Et donc, ce qui va représenter votre oasis, c'est justement cet équilibre qu'il y a entre le cadre et la connexion, la fermeté et la bienveillance. Et pour finir, donc je vous ai fait ce petit tableau en fait pour que vous puissiez aussi voir, si vous voulez, en fonction des hormones, les états, la mécanique et les déclencheurs, pour que vous puissiez aussi comprendre. Alors, c'est drôle, Aweb, il est plus là, il est reparti. Heu, ça lui est arrivé en fait de nous dire, «Tiens, là j'ai l'impression que j'ai un peu de dopamine». Donc il se sentait, voilà, il se sentait bien, il se sentait, du coup, voilà, il a réussi un examen, sentiment de récompense et cetera. Donc il a compris en fait voilà, certaines émotions. Ce tableau-là, il fait pas tout, hein, mais il permet d'avoir une lecture en se disant: «Bah, oui, effectivement, le cortisol, c'est l'alarme longue durée», donc ça peut voilà, c'est un shoot de 90 secondes comme on l'a dit. Le stress, la pression, l'anxiété, vigilance constante, ça bloque l'empathie et l'apprentissage. Donc un enfant qu'on a mis sous cortisol, donc c'est-à-dire qu'on lui a fait des remarques répétées, c'était dans un climat tendu, il y avait beaucoup d'évaluations et cetera, bah, on voit quoi? On voit que son apprentissage, il va être bloqué, que, son empathie même, sa compréhension de l'autre, en fait, va être bloquée et je dis ça pour les enfants, mais c'est pareil pour nous, hein. C'est-à-dire que si on est, en travail sous pression, non-stop, heu, ça va nous développer, même si on a beau dire, en fait: «Moi tranquille, j'ai pas de stress» et cetera. C'est une réaction chimique, hein. Subhanallah, c'est assez incroyable et voilà, donc vous avez, le tableau ici, je ne vais pas vous le décrire à nouveau, mais voilà un petit peu pour l'intervention, de ce matin. Inch'Allah, que Dieu me pardonne si mes mots ont été, maladroits ou pas assez clairs, qu'ils nous permettent à tous d'être meilleurs chaque jour, qu'ils nous permettent d'être, de bons éducateurs, de bons parents, de bons futurs parents, qui nous permettent d'avancer, dans le droit chemin, Inch'Allah, et que nous puissions, heu, prendre exemple. J'ai peut-être pas cité suffisamment, heu, le prophète alayhi salatu wassalam, mais à travers les exemples que je vous ai cités, vous avez vu qu'on on a des modèles. On a un modèle. On a des exemples qui sont concrets, en fait, et qui peuvent, à travers notre lecture, contemporaine, nous poser et nous dire: «OK, rien que ça, s'il est en colère, qu'il s'assoie ou qu'il fasse ses ablutions». Subhanallah, c'est simple. À nous de le mettre en pratique, Inch'Allah, que Dieu nous facilite. Il y a un petit temps pour les questions-réponses. Si, vous avez des questions et si je peux y répondre, j'y répondrai. Si je peux pas, m'en voulez pas, je dirai: «Je sais pas» et on passera, Inch'Allah à la suite.